Et le forum d'excellence des écoles franco-arabes de Guinée a pris fin samedi à Conakry. Organisé par les enseignants du secteur, l'objectif était de faire le diagnostic de l'enseignement de la langue arabe dans les lycées afin de relever le niveau des apprenants. Malik Sangana Kamara, Abakar Din Kamara nous signe cet autre compte rendu. Ce forum est une première qui vise à galvaniser le secteur franco-arabe et à créer de l'engouement au sein de l'enseignement de la langue arabe dans les lycées. Et parmi ces objectifs, c'est promouvoir l'excellence dans l'enseignement franco-arabe. On s'est mis deux cibles. Une cible qui est les décideurs, les autorités et puis tous les partenariats dans l'enseignement franco-arabe. Et une deuxième cible qui est les élèves. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, il existe un département qui enseigne la langue et la civilisation arabe. Mais le constat des encadreurs relève un déficit de niveau chez les étudiants. Nous, à l'Université Moussou, nous recevons beaucoup d'étudiants qui viennent de ce secteur-là. Mais vraiment, en vérité, nous remarquons qu'il y a des lacunes où les niveaux ne sont pas tellement qualifiés. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité l'aide de certains de nos amis. Sur 12 écoles invitées, 10 ont répondu présents. Les élèves de ces écoles ont fait la lecture de quelques versets coraniques, des prêches et ont échangé sur des difficultés rencontrées dans le cadre de leur formation. Parmi eux, des lauréats qui ont raflé des prix d'encouragement. Je les demande de faire ça chaque année pour encourager les élèves du franco-arabe. Parce que les élèves du franco-arabe aujourd'hui, ils se voient, tout le monde les considère comme si ils ne méritent pas de représenter ce pays. Beaucoup m'ont étonné, vraiment. J'ai vu des élèves qui maîtrisent l'arabe et le français ensemble. Et aussi qui sont très bien en Coran aussi. Il y a des gens qui mémorisent le Coran. Le forum a été marqué par la présence des modèles de réussite du secteur de franco-arabe. Ils ont partagé leurs expériences avec les apprenants, une manière de les encourager à prendre les études au sérieux. Le Crédit rural de Guinée a tenu son assemblée générale ce lundi à Conakry. L'objectif était de faire le rapport sur les activités financières enregistrées au cours de l'année 2017. Il s'agissait également de faire des projections pour cette année, mais aussi renforcer ses structures. Pour les responsables de cette institution financière, l'année 2017 a été bénéficiaire non seulement pour les administrateurs, mais aussi pour les clients. Reportage Fatou Kébé, Amara Alex Silla. Se retrouver avec les acteurs majeurs pour tirer les leçons de l'année antérieure est de coutume chez le Crédit rural de Guinée depuis plus de 2 ans. À travers donc cette assemblée ordinaire, les membres du collège syndical seront élus. Le bureau administratif va être reconstitué en tenant compte des orientations du conseil d'administration. Selon le directeur général de Crédit rural, les difficultés ne manquent pas, mais dans l'ensemble, l'année 2017 a été une réussite. Dans toute activité économique, il y a souvent des difficultés, mais l'année 2017 s'est bien comportée, il y a eu moins de problèmes. Nos résultats sont positifs. Nous avons reconstitué les fonds propres qui étaient érodés suite à la crise épidémiologique Ebola. Donc le Crédit rural se porte bien avec ses 400 et quelques mille clients. Lutter contre la pauvreté, c'est l'objectif principal du Crédit rural. Il résout les problèmes financiers de ses clients, octroie des prêts aux entrepreneurs et fait des transferts d'argent. Cette grande institution de microfinance couvre toute la Guinée et s'est beaucoup plus accentuée sur les activités agricoles l'année dernière. On a servi beaucoup plus de gens en crédit. Aujourd'hui, nous sommes installés à travers toute la Guinée. Nous couvrons environ 2500 villages dans toutes les grandes villes de la Guinée. Tout cela bénéficie des services du Crédit rural. En 2017, nous avions offert près de 158 milliards de crédits dans tous les secteurs d'activité, avec une mention particulière sur l'agriculture. 30% des 158 milliards a été offert dans le cadre de l'agriculture. Au sortir de cette assemblée, les recommandations seront faites par les acteurs sur les actions à mener prochainement.
Sur le continent, les Maliens étaient dans les urnes à nouveau pour élire leur président au compte du second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, ont voté. Ils ont aussi rassuré leurs concitoyens à en faire autant. Idrissa Bari, Moussa Moïse Issila et Idrissa Kaba. Il est environ 9 h, le cortège présidentiel vient d'arriver au centre de vote de l'école de Sébéninkoro. Le président Ibeka, candidat à sa propre succession avec les couleurs du RPM, vient accomplir son devoir civique. Après avoir voté dans le bureau 14 de ce centre, le président de la République livre ses premières impressions. Je souhaite que chacun soit d'une très grande vigilance. Il y a des manœuvres dont nous savons qu'elles seront à l'œuvre pour faire croire que nous sommes dans des logiques de fraude. Comment frauder quand on a l'assurance de l'estime de son peuple? Pourquoi essayer de frauder? Par contre, il y aura des mises en scène pour faire croire que l'on soit vigilant. Que tous ces cas-là soient signalés aux forces de l'ordre, à ceux qui en ont mission et qu'en fin de compte, cette journée électorale se termine comme elle doit se terminer, par la fête de la démocratie, par la fête électorale, ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Pour ce second tour, Ibeka fait face à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, qui lui a voté à l'intérieur du pays dans son village. Son directeur de campagne, lui, a effectué son vote dans le bureau 8 du centre de Sokorodji dans la commune 6. À sa sortie, il a invité ses délégués à rester vigilants pour éviter toute tentative de fraude. On ne fait pas ça tous les jours, on ne fait pas ça chaque mois, on ne fait pas ça chaque année. C'est tous les 5 ans. Il s'agit du choix de l'homme qui va présider aux destinées du pays. Il s'agit du choix de l'homme dont les actes et les paroles auront un impact sur notre vie de tous les jours. C'est pour cette raison que nous devons mettre beaucoup de soin à choisir justement celui-là dont le comportement et dont les paroles auront une influence décisive sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur l'avenir de notre pays. Vous avez vu comment les 5 années passées ont été un immense gâchis pour notre pays. Restons toujours au Mali pour dire que contrairement au vote du 29 juillet dernier, le taux d'affluence était faible et la plupart de ceux interrogés parlent de peur qui anime les citoyens. D'autres disent ne pas faire confiance aux deux candidats finalistes. Idrissa Bari, Moussa Moïse Issila et Idrissa Kaba encore. Contrairement au scrutin du 29 juillet, les Maliens ne se sont pas mobilisés pour ce second tour de la présidentielle dont les challengers sont le président Ibeka et son principal opposant Soumaïla Cissé. Dans le centre de vote de l'école de Sokorodji, les bureaux ont effectivement ouvert à 8 h avec la présence des agents et des kits électoraux. Mais le hic, c'est la faible affluence des électeurs. Tous les bureaux de vote sont ouverts à temps. À 8 h, on a ouvert les bureaux de vote. On n'a pas constaté des anomalies. Le seul petit problème auquel on est confronté, c'est par rapport aux cartes d'électeurs non retirées. On a constaté que le premier tour du second tour, les gens venaient massivement au premier tour qu'au deuxième tour. Parce que peut-être que ça peut être la pluie, mais peut-être qu'ils vont venir après. Mais pour le moment, il n'y a pas eu assez de votants quand même. Ce centre est composé de 18 bureaux de vote. Les électeurs qui ont déjà accompli leurs obligations civiques espèrent que ce vote permettra aux Maliens de renouer avec la sécurité et le développement dans la paix. Parce que d'abord, c'est ma citoyenneté, je dois voter. En plus, je vois que vraiment notre pays est dans une crise. On doit voter pour qu'il y aura un changement dans les jours à venir. Par rapport au premier tour, vraiment, c'est pas pareil. Le premier tour, les gens venaient massivement, mais maintenant, les gens ne viennent pas trop, quoi. Les raisons selon vous? Parce que les gens ne sont pas en confiance avec les candidats. Pour veiller sur le bon déroulement des opérations de vote, un important dispositif de sécurité a été déployé sur le centre pour éviter toute perturbation. Des observateurs de la société civile et les délégués des deux formations politiques sont aussi présents dans chaque bureau de vote. Retour en Guinée pour parler de sport. Le stade Nongo n'est pas encore apte à accueillir le match de la Guinée contre Madagascar le 9 septembre prochain
pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. L'annonce a été faite par le ministre Sanoussi Bantamasso après la visite qu'il a effectuée samedi dans ce stade en compagnie du président de la FEGIFOOT, Mamadou Antonio Soare. Les travaux sont en cours pour rendre ce bijou opérationnel. Le ministre dit ne pas vouloir précipiter leur achèvement. Moussa Kamponsouma, Mohamed Lamine Silla. Ils étaient tous accompagnés de leurs cabinets respectifs, le ministre Bantamasso et le numéro 1 du football guinéen, Mamadou Antonio Soare, au centre technique de Nongo. Ici, les travaux de finition sont visibles. Ce centre accueillera dans les mois à venir toutes les catégories du football inférieur. Pour la FEGIFOOT, c'est une étape très importante pour le développement du Curon en Guinée. Quand nous sommes venus à la Fédération guinéenne de football, la FIFA a posé un veto pour dire que tant que le centre technique ne sera pas opérationnel, parce que les fonds ont été alloués pour ça et c'est abandonné depuis une dizaine d'années, et que si les travaux ne sont pas terminés et que les gens soient installés, la FIFA n'accompagnera pas la Guinée. Donc, on s'est attelé à cela et heureusement pour nous, ce jour que vous voyez, tous les travaux sont terminés et les gens vont dans une semaine bientôt déménager ici, s'installer pour travailler. La direction technique nationale se réjouit de ce jour avant d'expliquer le rôle et l'importance de ce centre technique. On ne peut pas accéder au football d'élite si on n'a pas un football à la base. C'est-à-dire que si vous voulez construire une maison, vous commencez d'abord par le soubassement pour monter à la toiture. Et tout ce que nous avons fait ici jusqu'ici, c'est que nous avons commencé d'abord par la toiture pour descendre maintenant vers le bas. Et ce que la Fédération guinéenne est en train de corriger, je crois que c'est un outil important pour nous, surtout la direction technique, parce que ça va nous permettre quand même de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire avancer le football guinéen. En rappel, les travaux de finition de ce centre technique de Nongo sont estimés à hauteur de 250 000 $ et quelques, et c'est un préfinancement de la FEGIFOOT. Sport toujours pour clore ce journal. Ces dernières années, nous assistons à un retour du basketball guinéen sur le devant de la scène continentale. Engagé sur tous les fronts, le Sili Basket tente petit à petit de se frayer un chemin sur le parquet. Conscient de l'ardeur de la tâche, les dirigeants du ballon panier ont opté pour la formation des jeunes. Le camp de basketball ou vivier de futures stars, c'est un reportage que nous signent Alpha Omar Baldé et Mamadou Aliouba. Tombé dans les oubliettes depuis 1985, le basketball guinéen signe son retour. Aujourd'hui, la Guinée est placée 16e en Afrique et le Sili Basket participe régulièrement aux différentes compétitions continentales, toutes catégories confondues. Mais ce retour sur le devant de la scène n'est pas un fait du hasard. C'est le fruit d'un travail de fond bien fourni, grâce à l'implication du département des sports, de la fédération et des amis du basketball guinéen. Un des piliers de ce travail de fond est bien sûr la formation, d'où la création en 2009 du camp de basket, ouvert pour débutants et jeunes initiés pour l'apprentissage des fondamentaux du basketball. Pendant tout le mois d'août, on travaille du lundi au jeudi. Donc la première semaine, le thème, l'objectif, c'est les fondamentaux offensifs individuels qu'on travaille. Avec l'instituteur, M. Lansina Kabasanketa, ils sont très intelligents. De fait qu'on travaille avec les intellectuels, les élèves, ça va beaucoup. Une dizaine d'entraîneurs professionnels sont mobilisés pour garantir une bonne formation à ces apprenants. Cela nous permet d'accumuler beaucoup de connaissances. Parce que dans nos centres, il n'y a qu'un seul coach. Là où c'est limite, c'est là-bas. Alors que dans ce cas-là, cela nous permet d'accumuler beaucoup de connaissances à travers le basketball. L'entraînement d'ici, c'est mieux. On a bien travaillé. Les coachs nous ont donné des notions, après on les a fait. C'est pour cela que moi, j'encourage tous mes amis de venir ici pour jouer au basket. Chaque année, à l'issue du camp de basket, des pépites dont l'âge varie entre 14 et 16 ans sont sélectionnés pour rejoindre le centre fédéral, véritable vivier du Sili Basket. Pour preuve, sur les 12 basketteurs de l'équipe junior attendue prochainement à Bamako au compte des éliminatoires de l'Afro-Basket U17, 8 sont passés par le camp de basket et le centre fédéral.
Et voilà, ce Télément Sport Basket met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.